C'est chic le fric. Guillaume Bigot, merci d'être sur Sud Radio. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça vous fasse violent. Comment? Bien sûr. Et je vous ai invité parce que vous avez, on va l'écouter tout à l'heure, une superbe tirade sur les gaspillages de sommes publiques, j'allais dire conséquentes, pour des projets qui sont quelquefois hallucinants d'absurdité. Tout d'abord, Guillaume Bigot, je vous dis merci d'être là. Et merci pour votre invitation. Nous nous connaissons, je vous ai connu vierge de tout engagement politique. Vous étiez aux côtés d'une personne que nous vénérions, qui était Jean-Claude Barrot, à l'université, au Paul Léonard de Vinci, à Nanterre. Jean-Claude Barrot qui avait été prêtre ouvrier, qui ensuite a fait de la réinsertion de jeunes drogués et délinquants, introduit à l'Élysée avec son épouse Ségolène, alors pas royale, Ségolène Barrot. Donc un saint homme, si je puis dire, voilà, qui nous a quittés l'an dernier. Donc vous étiez très proche. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de Jean-Claude Barrot? On peut lui dire un mot. Je pense que je peux le reconnaître comme un maître. Lui-même avait des maîtres et il l'admettait volontiers. Donc il y a chez Jean-Claude Barrot, le plus intéressant, le plus attachant, c'est la notion de transmission. Et Jean-Claude Barrot, toute sa vie, vous l'avez rappelé, Perico Légas, dans des milieux sociologiques complètement différents, a eu à cœur de transmettre d'abord une culture immense. L'un de ses maîtres n'était autre que Fernand Braudel, donc ça situe un peu le niveau du personnage. Et il était aussi cultivé, aussi fin et aussi intelligent qu'il était capable de parler absolument à tous les publics de manière extrêmement simple, mais pas comme aujourd'hui le font certains politiques, c'est-à-dire en parlant aux vrais gens avec des éléments de langage, pas du tout. Il avait d'ailleurs à cœur de ne jamais caricaturer, il adorait, disons, la vulgarisation, mais c'était une vulgarisation exigeante. Et on a commis d'ailleurs avec lui 2 bouquins qui s'appellent Toute l'histoire du monde et Toute la géographie du monde. Je le dis d'autant plus facilement que j'ai tenu une petite plume, mais c'est lui qui a tenu la grande plume, donc c'est vraiment un hommage que je lui rends aussi de conseiller à tous nos auditeurs ces livres, parce qu'il en a conçu l'idée, et je pense qu'ils sont à son image, c'est-à-dire très forts. C'était un immense pédagogue et il avait l'art de démocratiser, de vulgariser des théories un peu complexes. Et quand on l'appelait, quand il y avait un enjeu de politique internationale, de géopolitique, il connaissait ses dossiers par cœur, il faisait une synthèse très pertinente. Synthèse remarquable, et il avait cette idée, me semble-t-il, qui a été perdue, c'est-à-dire, avant de juger, il faut comprendre. Comprendre avant de juger, c'était aussi, ça a l'air d'être un truisme, mais à l'époque du clash, et il était quand même assez fort en matière de synthèse, et même de synthèse très frappante. Il avait des saillies parfois extraordinaires, mais ça s'appuyait sur une longue réflexion. Et puis un fond chrétien, toujours dans la compassion, dans l'écoute de l'autre et dans la tolérance. Alors, Guillaume Bigot, vous êtes un républicain, un patriote, c'est indéniable, j'allais dire quasiment fondamentaliste de la République. Il en reste quelques-uns encore. Voilà, tout à fait, engagé dans le monde universitaire avec des ouvrages. Mais Robespierre disait, au début de la Révolution, il n'y avait pas 2 républicains à Paris. Donc je pense qu'on est encore un peu plus nombreux que 2, Perico. Tout à fait. Donc à mon avis, tous les espoirs sont permis pour la suite. Pour autant, vous avez choisi, on peut dire courageusement, même si vous vous exposez évidemment à la critique, vous avez choisi de franchir le Rubicon de l'engagement politique, et vous êtes aujourd'hui élu du Rassemblement national sur le territoire de Belfort. Je rappelle que c'est le territoire de Jean-Pierre Chevènement. C'est un passage à l'acte conséquent quand même, c'est très net, parce que le Rassemblement national, voilà, on connaît la polémique qui est autour de la naissance de ce parti. Aujourd'hui, c'est un parti qui est dans l'arc républicain, je pense que c'est même pas la peine une découverte. Vous avez trouvé des codes communs et des valeurs à partager avec le Rassemblement national d'aujourd'hui. Je dis bien, on pense à M. Chenu, à M. Tanguy, à M. Exactement. Voilà. Non, j'aurais jamais mis les pieds. D'ailleurs, j'ai aucune gêne à le dire. Je n'aurais jamais mis les pieds au Front National. J'aurais jamais mis les pieds dans un parti dans lequel non seulement je me reconnaissais pas, mais dans lequel il y avait des choses qui ne me convenaient pas du tout. Et voilà. Dans le Rassemblement national, si j'ai une pointe d'immodestie, c'est que je n'ai pas changé. C'est le Rassemblement national qui a opéré une mue absolue, totale, et désormais, il faut être d'une mauvaise foi totale pour ne pas reconnaître qu'il est sur des positions gaulo-bonapartistes, républicaines, clémencistes ou gaullistes, enfin, appelons ça comme on veut, c'est-à-dire un État régalien fort, somme toute, en France, évidemment le contrôle des frontières pour l'immigration, mais aussi le contrôle des frontières pour les produits à bas coût, par exemple, et aussi
une politique de justice sociale et de justice fiscale. C'est, voilà, grosso modo, l'alliance entre les gaullistes et les communistes qui est à l'origine de la Sécu, mais c'est aussi finalement le programme de Napoléon III, c'était aussi le programme de Bonaparte, etc. Il y a quelque chose dans l'histoire de France qui court, une longue tradition qui court, avec l'idée que voilà, le pouvoir étatique doit être fort, le souverain doit s'appuyer sur le peuple un peu pour faire courber la tête des élites. En tout cas, nous constatons que des millions de Françaises et de Français en conviennent, se reconnaissent et votent librement pour ce parti, et il faut en tirer les conclusions et les conséquences. Qui est critiquable, dont les positions sont évidemment critiquables dans le débat démocratique, mais le qualifier, me semble-t-il, d'extrémiste, c'est totalement de mauvaise foi. Vous restez pour l'instant un esprit libre, peut-être même quelquefois un emmerdeur, un empêcheur de tourner en rond. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'Aurel, ils soient toujours satisfaits de vos prises de position, parce que... il faut leur poser la question. Mais j'allais dire, c'est leur problème et c'est le vôtre. Et là, vous êtes parti en guerre récemment. Mais honnêtement, c'est pas une secte, c'est pas une église et c'est pas une caserne non plus. C'est intéressant de le constater, c'est-à-dire que dans un parti comme le Rassemblement national et un parti de gouvernement, qu'est-ce que c'est qu'un parti de gouvernement? Je pense que c'est un parti qui reflète la société, qui est plus large sociologiquement, et c'est un parti aussi dans lequel parce qu'on a à cœur, nous, si vous voulez, d'avoir, et c'est suffisamment critiqué, une ligne directrice, c'est-à-dire on vote, et une fois que c'est voté, on tient la ligne, évidemment, mais d'un autre côté, il y a des sensibilités très différentes. Et Marine Le Pen a cette force de nous laisser libres. Par exemple, elle laisse libre ses députés sur des sujets aussi graves que le vote sur la fin de vie. En vos âmes et consciences, tranchées. Vous voyez, et ça, c'est pas courant dans tous les partis. Alors vous dites une secte, c'est pas une secte, pas plus que dans d'autres partis. Non, mais il y a un sectarisme qui est propre aux partis politiques. Tous les partis politiques ont cette pente, si vous voulez. Guillaume, on en a connu même au PS, même voilà, on dira pas tout, même à la France insoumise, évidemment. Non, là vous exagérez, Perico. Là, non, mais voilà, le sectarisme fait partie, j'allais dire, de l'engagement politique. Il y en a qui le vivent de façon un peu sectaire, un peu dogmatique, un peu idéologique, et puis d'autres de façon plus ouverte. Il y en a qui font du sectarisme un fond de commerce. Et le RN n'échappe pas à cette règle, démocratique. Il y en a qui, après avoir effectivement cassé du curé, maintenant lèchent les babouches des imams, oui. Guillaume Bigot, on va vous entendre. On va vous entendre dans une tirade un peu celle, vous savez, celle de Hollande pendant le discours. Voilà, moi président. Là, c'est pas moi président. Là, c'est un inventaire. Alors pas à la Prévert de sommes publiques. Parce que quand un journaliste fait vos louanges, en 13 vos louanges, c'est inquiétant. La suite des événements est inquiétante. Allez, on envoie Guillaume Bigot. On a donné de nos impôts 510 000 euros depuis 2020 à des Béninois pour leur apprendre à faire caca correctement. Deuxième exemple, 1,5 million d'euros depuis 2019 pour améliorer la compétitivité de la filière thé dans le nord du Laos. Troisième exemple, 2 millions d'euros ont été généreusement versés par la France à des pays d'Afrique subsaharienne consacrés à des recherches sur la prolifération du criquet pèlerin. Bon, on arrête là, il y en a 10 comme ça. Oui, et puis je suis sûr que si vous il y en a beaucoup plus que... Et c'est la deuxième année que je fais ça, donc je peux faire un classement des 10 dépenses les plus foutraques. On finance des skateparks, on finance des vélos Décathlon pour équiper la police dans des pays d'Afrique, on finance... Mais ça peut être... Vous avez chiffré le total ou non? Petit. Alors le grand total, si vous voulez, c'est 13 milliards d'euros de l'aide publique au développement. Ça comprend beaucoup de choses, ça comprend par exemple la première année de séjour des gens qui demandent le droit d'asile, c'est curieux, mais c'est comme ça. Ça comprend des frais d'écolage pour des gens qui profitent de bourses. Donc en fait, le cœur du sujet, c'est environ 4 milliards. Ça a déjà été réduit à peu près 4 milliards sous forme de dons, sous forme de prêts. Et on trouve des sommes absolument énormes, des milliards et des milliards dans des fonds multilatéraux pour replanter la forêt en Amazonie, etc. Mais on trouve aussi des petites sommes, que ce soit du macro ou du micro, c'est édifiant. Par exemple, on a trouvé des trucs, 50 000 euros ont été payés, par exemple, pour faire 4 pages de PDF. 4 pages de PDF, 50 000 euros, c'est cher la page, sur le genre et le climat. Et quand on creuse, vous vous rendez compte, c'est des petits cabinets de bobos d'Arrive Gauche, des copains, des dirigeants de l'Agence française de développement qui ont fait ça. Donc, en fait, il y a un gâchis gigantesque d'argent public. On cherche de l'argent public partout et on finance directement. On finance indirectement aussi parce que on finance non seulement cette aide publique au développement, j'ai parlé d'une mission, moi je suis le rapporteur pour l'Assemblée nationale de ce budget-là, donc je dois produire un rapport. Donc vous avez des éléments précis pour pouvoir chiffrer. Je peux les convoquer, je les auditionne, je leur demande de me parler, etc. Ils peuvent pas. Alors parfois ils m'opposent le secret bancaire. Enfin. Assez rarement, je dois dire, il y a qui posez-vous la question, par exemple? À quel organisme? Aux gens, au ministère des Affaires étrangères qui ont la tutelle de ça, normalement, à Bercy, à la direction du Trésor. Je pose la question aussi à la cellule de crise du Quai d'Orsay qui gère des fonds humanitaires. Je pose la question au directeur général de l'Agence française de développement. Peut-être en préambule, dire un mot sur la qualité
humaine et la qualité professionnelle de tous ces hauts fonctionnaires, ces fonctionnaires, ou même certains ont des contrats de droit privé, dont c'est beaucoup le cas à l'Agence française de développement. Il ne faut pas tomber dans la caricature. C'est-à-dire que l'aide publique au développement, ça peut être un levier intéressant pour un pays, c'est bien utilisé. L'aide publique au développement et les pays en ont réellement besoin. Et il y a des projets qui fonctionnent, effectivement. Le problème de cette aide publique au développement, j'essaie de lister les problèmes, c'est qu'en fait, il y a un saupoudrage gigantesque pour que la France tienne son rang, en quelque sorte. Pour faire simple, lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé en 2017 aux affaires, il a eu une idée plutôt juste. Il a dit, écoutez, on ne va pas s'éparpiller, on va se concentrer sur les pays les plus pauvres, les pays du Sahel, qui sont des pays francophones, Mali, Niger, Burkina Faso, etc. Deuxièmement, on va articuler ce qu'ils appelaient les 3D, c'est-à-dire défense, développement et aussi la diplomatie. Et on va mettre, puisqu'on déployait des troupes sur place dans le cadre de Barkhane, on va essayer de faire quelque chose de cohérent, se concentrer sur la distribution d'eau, sur les routes, etc. Le résultat a été cataclysmique, puisqu'en fait, on a été chassé par ces pays et que ça n'a produit que des effets contre-productif. Là, Bamako est en train de tomber. Et donc, le président Macron, au lieu de tirer des conséquences de l'aide massive, parce qu'il avait augmenté cette aide dans des proportions hallucinantes, au lieu d'en tirer des conséquences, disant ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a redistribué cet argent à des fonds multilatéraux, notamment des fonds des Nations Unies. Et là, je peux vous dire, il y a une gabegie stupéfiante. Guillaume Bigot, est-ce que vous êtes d'accord pour que les auditeurs de Sud Radio vous appellent, vous posent des questions, quelquefois dérangeantes? Alors, vous nous appelez au 0826 300 300. Guillaume Bigot et moi-même attendons vos questions. Voilà. Et puis, on continue à réfléchir. On se retrouve dans un petit moment. Sud Radio. Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Guillaume Bigot, député Rassemblement National du territoire de Belfort. Lyon de Belfort, on rappellera ce territoire historique. Et nous faisons l'inventaire des gabegies de dépenses publiques vers des projets qui sont un petit peu quand même aléatoires. Vous vous souvenez de Jacques Marseille, ce journaliste économiste du Point, qui faisait lui aussi un inventaire. Alors lui, il parlait bien de gaspillage. Là, ce que vous êtes en train de dire, voilà, il est 20% des dépenses publiques sont gaspillées. Pour rien. Là, c'est pas que du gaspillage, c'est qu'on peut aussi investir dans des produits qui n'ont aucun sens, voire qui peuvent être à un moment donné contraires aux intérêts de la France. Totalement contraire aux intérêts de la France. D'abord, en général, lorsqu'on aide, on ne le fait pas savoir, on s'excuse, qu'on a peur d'être accusé de colonialisme, on met à peine, non pas le drapeau français, mais un petit drapeau de l'organisation qui s'appelle Agence Française de Développement, avec un petit logo, et le drapeau du pays. Voilà. Ça, je l'ai vu au ça donne bonne conscience. Ça donne bonne conscience, évidemment. Parfois, ce qu'on fait, c'est que on laisse des entreprises chinoises gagner des appels d'offres. Oh. Par exemple, c'est 200 millions d'argent public qui ont été dépensés au profit des entreprises chinoises. Lorsque j'ai visité un des rares projets qui fonctionnait plutôt pas mal aux Comores, il faut rappeler que les Comores, c'est dans l'océan Indien, juste à côté de Mayotte, et qu'ils envahissent Mayotte littéralement en envoyant des bateaux pour submerger Mayotte, puisque l'archipel des Comores revendique Mayotte, département français. Donc ce ne sont pas du tout nos amis, ils sont même proches des Chinois et des Russes. Mais il n'empêche qu'on les aide. Et alors, avec cet argent, eh bien, ils le donnent aux entreprises chinoises qui construisent des routes. Donc notre argent permet de construire des routes fabriquées par les entreprises chinoises. Alors, pas par des gens du coin. Les Chinois font venir des ouvriers chinois sur place. Alors, croyez-moi, les Chinois, avec l'argent qu'on leur donne, eux, ils mettent le drapeau chinois en gros. Parce que c'est nous qui payons. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Dans l'histoire des petits collègues, on va en revenir puisque j'ai écouté Jean-Philippe Tanguy. Outre le fait que je l'ai vu de mes propres yeux, est édifiant parce que on est dans un cadre où on contrôle mieux, c'est ce qu'on appelle de l'aide bilatérale. C'est-à-dire c'est la France qui donne directement de l'argent à un autre pays, les Comores, et pas ces fameux fonds multilatéraux sur lesquels on reviendra, ou alors l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est du doux délire. L'Union européenne, ça nous coûte déjà presque 10 milliards d'euros par an. Là, il y a des milliards qui partent en aide de développement européenne. Alors, ça dilue notre propre aide. C'est-à-dire, c'est pas de l'aide reçue par la France, c'est de l'aide que la France donne à l'Union européenne, et l'Union européenne se fait plaisir elle-même en donnant cette aide. Mais c'est pas moi qui parle, c'est la Cour des comptes européenne qui a déjà épinglé à 2 reprises cette aide publique au développement européenne en disant que c'est du doux délire. On prend un exemple, ils ont été capables de financer pour lutter contre le djihadisme en Mauritanie 250 chameaux pour 13,5 millions d'euros, donc ça fait cher le chameau, 250 chameaux dans un pays, tenez-vous bien Perico, qui a déjà 3 millions de chameaux. Donc ils ont été acheter des chameaux dans le golfe Persique et ils les ont emmenés en avion dans un pays qui est bourré de chameaux. Non mais c'est de là folie furieuse. C'est ubuesque ce que vous racontez. Vous êtes sûr de votre information? Certains. Ils ont payé des mixeurs électriques pour
aidé les jeunes Éthiopiens à se former à la cuisine et ils ont diffusé ces mixeurs électriques dans toutes les écoles d'Éthiopie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'électricité dans la plupart des écoles. Je reviens au chameau. Quel est l'argument justifiant Peut-être que l'un des hauts fonctionnaires de l'Union européenne avait lu les 7 piliers de la sagesse et s'est dit tiens, on va refaire le coup des méharistes, on va faire une armée de Mauritaniens à dos de chameaux qui vont lutter contre les djihadistes. Voilà, c'est contre les pick-up. Alors, je ne sais pas s'il y a des chameaux mauritaniens en Corse, mais nous avons Chantal qui nous appelle de Bastia. Chantal, on est avec Guillaume Bigot. Vous avez certainement une question à lui poser. Bonjour madame. Exactement, bonjour. Alors déjà, c'est un éditorialiste que j'appréciais particulièrement. Voilà, Merci. tiens à le dire. Il était toujours très pertinent dans ses interventions. Il est encore. On essaye. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, je ne porterai aucun jugement sur le fait qu'il soit au RN parce que je n'ai pas à le faire et qu'il représente des électeurs. Donc pour ça, je respecte n'importe quel député. Et pardon madame, même ceux qui n'ont pas voté pour moi d'ailleurs. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis n'importe quel député. Vous avez raison, madame. Que ce soit. Je respecte absolument. Et quand je vois que certains ne serrent pas la main à des députés RN alors qu'ils représentent des millions d'électeurs, ça me choque un peu. Bon, bref. Alors, moi, j'ai une question à vous poser parce que moi, j'habite dans une île. Une belle île, une très belle. Calistée. Oui, merci les Grecs de nous avoir appelés comme ça. Alors, moi, je voulais dire une chose. Alors, l'aide au développement, je suis pas contre. Si on doit aller chercher de l'eau, et comme vous disiez très justement, bon, entre l'Union européenne, d'ailleurs, entre parenthèses, 730 milliards ont disparu, on ne sait même pas où ils sont. Il y a quand même l'île de la Réunion, où il y a certains endroits où ils n'ont même pas d'eau potable. Il y a quand même Mayotte, qui est en grande difficulté, la Guyane, enfin on a quand même des îles qu'on veut garder françaises, donc je pense qu'il serait quand même un peu judicieux de penser à eux d'abord, et on n'en fait pas assez. Moi je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait pas d'électricité et d'eau potable dans les dom-toms. Voilà, et je trouve que plutôt que de donner de l'argent à l'Union européenne, on ferait mieux d'en sortir. Voilà. Citoyen Bigot, réponse. Non mais c'est du bon sens, c'est-à-dire que Ce que dit Chantal, effectivement, c'est concret. Voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même, et on parlait de Jean-Claude Barrot qui citait fréquemment les Écritures, que celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qui prétend aimer son frère qu'il voit, celui-là est un menteur. Donc on ne peut pas prétendre aimer son prochain alors qu'on n'aide pas son prochain, c'est-à-dire les gens dans les dom-toms qui sont nos concitoyens, ou même les gens dans le territoire de Belfort. Il y a un taux de pauvreté de 40% dans certaines zones du département. Il y a des classes qui ferment, il y a des bureaux de poste qui ferment, mais on rénove le centre-ville de Yaoundé à hauteur de 60 millions d'euros. Aucune priorité respectée, si je comprends bien. Ça n'a aucun sens. Donc, pourquoi pas aider, mais encore faut-il, en avoir les moyens dans un pays qui emprunte. Donc là, ce qui est fou, c'est qu'on emprunte très cher et qu'on prête à des organismes qui peuvent emprunter, eux, moins cher. Avec cet argent qu'on donne à des fonds, les fonds vont le reverser à des pays, ces pays vont acheter, par exemple, les entreprises chinoises. Donc, creuser leur propre déficit et creuser notre déficit en plus. Donc, on sponsorise finalement des concurrents ou des pays hostiles. On est dans un phénomène de sadomasochisme. Je vois pas. Les historiens de l'avenir vont se pencher là-dessus quand même. C'est stupéfiant. Quels sont les individus ou les organismes qui engendrent ces mécanismes, qui proposent ces dépenses, qui proposent ces attributions? Ce sont des organismes politiques publics, ça peut être des associations, est-ce qu'il peut y avoir un lobby justement de la subvention bidon pour aller dans un sens ou dans un autre? Alors, comment ça fonctionne? En fait, d'abord, ça fonctionne au chantage moral et à une espèce de phénomène de religiosité. C'est-à-dire que si vous donnez certains mots, comme dans une prière, vous prononcez certains mots. Par exemple, vous prononcez développement durable. Vous prononcez égalité de genre. Vous prononcez égalité de genre et développement durable. Vous dites que, je ne sais pas, des gens qui ont changé de sexe vont replanter des arbres en Amazonie. Alors là, tout de suite, il y a un phénomène religieux. On ne peut plus discuter. Ça devient formule sacrée, incontestable. Vous avez prononcé les mots sacrés. Parole d'évangile. Parole d'évangile. Ça s'appelle les ODD, les objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc tout part de là. C'est repris par tout le monde. Et on est dans un phénomène qu'a bien décrit Albert Cohen dans la SDN, si vous voulez, c'est la bureaucratie internationale qui se paye de mots, ces gens-là se gobergent, alors ils luttent contre le CO2, mais ils se déplacent en avion, ils font énormément de CO2, etc. Et ils luttent contre la pauvreté, évidemment, en mangeant du caviar et en buvant du champagne. N'oublions pas. Et tous ces gens-là, ils se connaissent entre eux. Là, c'est vraiment le top niveau, la couche supérieure, ça se passe à New York. C'est une caste. Voilà, c'est une caste. Au-dessous de ça, vous avez alors, dans le G7 gravitent des grandes entreprises, on peut penser par exemple à
à Microsoft avec la fondation Bill et Melinda Gates, moi, ça me fait furieusement penser aux dames patronesses du 19e siècle. Vous savez, ils faisaient travailler les enfants de nuit, et puis ils de temps en temps, les mères de famille convoquaient les enfants ou leur donnaient un petit peu de brioche avec du chocolat, etc. Voilà. Mais en attendant, vous continuez à y travailler la nuit. Mais là, c'est pareil. Donc, Microsoft, à mon avis, leur bilan carbone n'est pas vraiment fameux, mais c'est pas très grave. En tout cas, ils se donnent bonne conscience. Et Bill et Melinda Gates ont donné, par exemple, ont fabriqué un fonds pour l'inclusion financière des femmes en Afrique. Alors vous avez tout, vous avez femmes, Afrique, inclusion, la finance, donc tout est coché. Tout est coché. Voilà. Et alors ça ne marche pas, donc c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. 39 millions d'euros par la France, comme si on avait déjà assez d'argent, a été versé. On ferme des classes dans le territoire de Belfort parce qu'on n'a pas assez d'argent, mais on donne 39 millions. On donne 39 millions à qui ? À ce fonds de dames patronesses, propriété de Bill et Melinda Gates, peut-être parce que le président veut se faire bien voir de Bill et Melinda Gates, c'est très chic en fait. C'est l'argent de nos impôts, on est bien d'accord. Oui, mais c'est so chic, si vous voulez, c'est pas possible. Les femmes, l'inclusion, l'Afrique, Bill et Melinda Gates, la photo, vous imaginez en termes de communication, on fait cœur, vous voyez, c'est formidable quoi. Donc ça c'est le problème. Ça ne marche pas, mais on remet cette année 2 millions d'euros là-dedans. Or, j'ai vérifié, le bénéfice de Microsoft, du groupe Microsoft, c'est 88 milliards de dollars, pas d'euros, mais enfin c'est quand même considérable en 2024. Donc en fait, ils ont parfaitement les moyens de financer tout ce qu'ils veulent, mais ils vont quand même tendre la sébille, et nous, on est assez bêtes pour financer ça. On poursuit ce tableau tragique, édifiant dans quelques instants, et on demande à nos auditeurs de nous appeler au 0826 300 300, qu'ils n'hésitent pas. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Comment l'argent de nos impôts est balancé par la fenêtre, comment la République dépense des sommes considérables sur des projets qui n'ont ni queue ni tête. On en discute avec Guillaume Bigot qui nous fait un décryptage apocalyptique de cette situation. Guillaume Bigot, vous êtes allé vérifier sur le terrain, j'allais dire cette aberration. Vous avez vu que l'argent n'arrivait pas où il fallait et que ça n'aboutissait à rien, tout simplement. Pour bien comprendre, il faut imaginer qu'on paye parfois des guirlandes de Noël ou des boules de Noël pour un sapin qui n'existe pas, où il n'y a pas de branche. En fait, comme il n'y a pas d'État, comme il n'y a pas d'administration dans la plupart de ces pays, vous financez des choses qui, par définition, peuvent pas exister, ne peuvent pas fonctionner. Par ailleurs, il arrive de financer des choses qui fonctionnent aussi, il faut le dire, mais assez rarement. Et en fait, ce que j'ai vu, je peux prendre quelques exemples, on peut se dire... Moi, j'estime, à partir de ces enquêtes, ces 2 années d'enquête que j'ai fait, que le bilatéral, je répète, de ce que la France finance en direct avec certains pays, c'est plus facile à contrôler par définition que quand vous mettez au pot dans des grands organismes internationaux, où là, ça disparaît et vous ne contrôlez pas. Mais le bilatéral, pour des choses, par exemple, comme rénover des écoles, en Comores, c'est très pauvre, donc c'est assez intéressant de rénover des écoles. Ça peut être intéressant d'investir dans l'éducation de ces jeunes. Voilà. Ou ça peut être intéressant de réhabiliter ou d'installer des hôpitaux de brousse. Parce qu'il y a par exemple des cas de choléra. Vous n'avez pas très bonne mine quand vous avez le choléra. Et en plus, ça peut se diffuser à Mayotte à côté. Donc tout ça peut avoir un sens. Alors, quand vous allez sur place, vous vous rendez compte que par exemple, l'hôpital a été rénové, il y a du matériel. Il est dans un état de crasse absolument hallucinant, et il n'y a surtout pas de médecins, pas d'infirmières. On vous dit, mais alors, où sont les médecins, où sont les infirmières ? Ah mais non, mais il est 11h, ils se vont arriver, etc., etc. Et puis vous avez un gars que vous avez vu avant, qui fait machine arrière, qui met une blouse blanche et qui dit, bah c'est moi le docteur. Voilà, c'est moi le médecin. Bon, donc en fait, on se fout de gueule. Alors, ça vous le signalez, Guillaume Bigot, ça vous le signalez quand vous revenez à Paris, vous transmettez. L'ambassadeur était là, il le sait bien. De toute façon, les autorités le savent. Alors attention, c'est un exemple. Je ne vais pas le généraliser. Bien sûr. Et c'est les Comores. C'est un pays très dégradé, particulièrement dégradé. Donc ça n'existe pas dans tous les pays, mais ça peut exister. Je l'ai vu. Et alors là, le diagnostic, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, le système de santé aux Comores, parce que la corruption est telle que le système de santé est très dégradé. Quand vous avez une maladie, si vous allez à l'hôpital des Comores, c'est tellement pourri que vous ressortez de l'hôpital plus malade que vous n'y êtes rentré. C'est pour ça que les gens n'y vont pas. Alors, on a payé, par exemple, une pièce, j'ai vu la pièce avec l'ordinateur qui n'a jamais été branché, pour que les femmes viennent se plaindre de harcèlement, etc. L'enfer est pavé de bonne intention, c'est une très bonne idée. Seulement, dans un système de contrôle social de village, vous imaginez que les femmes battues vont aller comme ça au vu au sud de tout le monde. Évidemment, l'ordinateur n'est pas branché. Deuxième exemple, les écoles. On a rénové des écoles, fort bien. Alors je dis, je veux visiter, alors on m'a donné une école témoin, il y a déjà très peu d'élèves, ça m'a paru bizarre. Je dis, je veux aller dans une autre école. Alors on me dit, non, c'est loin. Je dis, non, c'est pas loin, regardez sur la carte, c'est à côté. Évidemment, le convoi, ils sont obligés, m'amène dans l'autre école. L'autre école est vide.
J'ai dit, mais où sont les élèves? Où sont les professeurs? Explication, là aussi, culturellement aux Comores, l'éducation publique des Comores qu'on finance, elle est de mauvaise qualité. Donc les Comoriens n'y vont pas. Et les fonctionnaires des Comores, dont 20% sont des faux fonctionnaires, n'existent pas ou sont morts, les profs qui existent quand même aux Comores publics ouvrent des cours privés à côté. Donc on rénove des écoles qui sont vides. C'est un cauchemar ce que vous racontez. Mais ça, c'est aussi une réalité de l'aide publique au développement. Et ça, évidemment, on ne peut pas le questionner, parce que le questionner, c'est questionner finalement une idéologie. L'idéologie mondialiste, elle est très différente de l'internationalisme. L'internationalisme, c'est ce que portait Jean Jaurès, c'est-à-dire le fait que les pays doivent être solidaires les uns avec les autres. Mais imaginez qu'un médecin, par exemple, parce qu'on finance la formation de certains médecins. Pour le coup, aux Comores, on prend soin que les médecins restent aux Comores, heureusement. Mais dans certains pays, on finance la formation de médecins qui viennent tout de suite en France. Bon, mais Jean Jaurès aurait mis un coup de pied dans le derrière à ces médecins en disant mais allez développer votre pays, ne venez pas en France, ça n'a aucun sens, même si on en a besoin par ailleurs, on a besoin de médecins. Donc vous voyez, le problème c'est qu'en fait, on ne contrôle pas jusqu'au bout, ou plutôt on n'a pas intérêt à contrôler jusqu'au bout parce qu'il y a une idéologie de la bonne conscience, de la repentance, de la culpabilité, et en même temps ça justifie la mondialisation, les flux de mondialisation. Dernier exemple qui me paraît très choquant, on parle de Shine, vous savez, l'opérateur chinois. Shine. On a levé ce lièvre, en fait, l'Union postale universelle. Il y a un accord qui lie la France et d'autres pays avec l'Union postale universelle qui permet à la Chine, soi-disant payée en voie de développement, de ne quasiment pas payer des frais postaux. Et donc nous finançons les frais postaux de la Chine. Donc les produits qui viennent nous inonder et qui ferment les commerces en France, grâce à un accord international, la solidarité internationale fait que les opérateurs chinois ne payent quasiment rien. On a fini par apprendre tout ça finalement. Guillaume Bigot, il y a Dianata qui nous appelle de Gradignan. Bonjour Dianata. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui. Bonjour madame. Voilà, écoutez, moi je me demande depuis longtemps pourquoi la France semble avoir des pudeurs de gazelle pour ne pas diminuer de façon conséquente l'aide française au développement qui est quand même actuellement de 14 milliards, il me semble. Oui. Parce que les pays africains disposent d'une grande banque africaine, c'est la BAD, la Banque africaine de développement, dont le siège est en Côte d'Ivoire, et qui finance des projets dans les pays africains comme le Maroc, l'Algérie, le Congo, la Côte d'Ivoire, enfin dans énormément d'autres pays. Donc pour moi, le fait que la France donne en plus par ailleurs de l'aide via l'aide française au développement, pour moi ça fait un petit peu doublon. Et alors en diminuant cette aide à cette cotisation de 14 milliards à l'aide française au développement, cela permettrait d'aider nos dom-toms pour rebondir sur ce qu'a dit l'auditrice précédente. Guillaume Bigot, Dianata met le doigt sur quelque chose d'évident là. C'est une évidence. Il faut peut-être apporter une précision aussi pour des raisons historiques. Et à mon avis, ça me paraît assez choquant parce qu'on a fait des propositions pour réorganiser l'aide publique au développement. Une partie de financement de projets dans les départements et les territoires d'outre-mer passe aussi par cette ligne budgétaire de l'aide publique au développement. Donc voilà, une précision faite. Je suis évidemment totalement d'accord pour dire que cette aide, en fait, elle devrait être évidemment conditionnée. Il y a une aide qui peut être intéressante à condition, je pense, minimum que ça profite aux entreprises françaises quand on finance, que ça profite évidemment à la réputation de la France, donc que ça soit identifié par les bénéficiaires comme étant financé par les Français, ce que font les Chinois, ce que font les Américains, ce que font les pays sérieux, ce qu'on fait ce qu'on fait pas, et ensuite que ce soit conditionné aussi à des comportements respectueux à l'égard de la puissance aidante. Le minimum, c'est de ne pas verser d'argent, par exemple, à des pays qui reprennent pas les fameux OQTF. Alors, pour revenir à cette Banque africaine de développement, oui, elle existe. On a reconstitué son capital, donc on a levé plusieurs milliards et le contribuable français a été mis à contribution pour reconstituer le capital de cette banque, mais on finance aussi des prêts, c'est-à-dire des prêts bonifiés, c'est-à-dire des prêts qui sont plus intéressants que le marché, on paye la différence de taux d'intérêt, et surtout, ce qui est intéressant, là, c'était pas la Banque africaine de développement, c'est le Fonds africain de développement et l'Agence internationale du développement. Parce il faut dire, des centaines et des centaines d'agences, de fonds, de banques, etc. Ça pullule. Et il y a beaucoup, si vous voulez, de doublons là-dedans, de triplons, etc. L'AID ou le FAD, ces deux fonds, non seulement on les finance en direct, et en plus, quand les pays qui ont contracté des dettes auprès par exemple du Fonds africain de développement ne peuvent pas rembourser, eh bien, on va donner de l'argent au FAD pour qu'il annule les dettes. Donc on paye deux fois. AID, FAD, précisez-nous. AID, Agence internationale du développement, FAD, Fonds africain de développement. Non. Et là où ça devient scandaleux, c'est que certains de ces pays sont des pays avec lesquels nous n'avons plus de relations diplomatiques et avec lesquels officiellement nous n'aidons plus. Alors on n'aide plus directement le Burkina Faso, mais on peut aider le FAD qui lui
va financer des projets au Burkina Faso, avec des concurrents de la France, évidemment. Le terme de gabegie n'est pas usurpé, c'est une gabegie caractérisée. Alors quand même, non, Guillaume mais surtout Bigot, sans contrôle démocratique, c'est ça qui est le plus important. C'est là où j'y viens justement, vous-même et au groupe Rassemblement National, et certainement dans notre groupe de l'Assemblée nationale, j'allais dire, vous n'avez pas le monopole de cette dénonciation, mais vous le faites de façon très efficace. Quelle est la réponse des autorités compétentes, des autorités gouvernementales, des pouvoirs publics, des organismes concernés? On vous apporte bien des réponses qui justifient ces dépenses. Quand vous arrivez avec ces faits qui sont accablants, qui sont terrifiants, il y a une réponse politique quand même, ou on essaie d'esquiver? La réponse, elle est que les contrôles sont opérés, en vérité, parfois, et à juste titre d'ailleurs, aussi surprenant que ça puisse paraître, je l'ai dit, nos personnels d'excellente qualité se plaignent du trop de contrôle. Les représentants français, les diplomates qui représentent la France dans ces fonds, se disent qu'ils passent leur temps finalement à remplir des tableurs Excel et à faire du contrôle. Le problème de ce contrôle, c'est le contrôle des shadocks en fait. C'est pas un contrôle dans la réalité, c'est un contrôle a priori. Donc il n'y a pas contrôle d'efficacité ou de pertinence sur le terrain. Voilà. Et ensuite, ils l'avouent, ils disent par exemple, donc les diplomates du Quai d'Orsay, par exemple, les gens qui sont des très grands professionnels de la cellule de crise du Quai d'Orsay, nous disent qu'effectivement, eux, quand la France aide, quand la France finance des opérations humanitaires, les frais de structure, c'est 30%. Qui débloque les fonds? Qui débloque les fonds? Quel organisme qui débloque les fonds? Le ministère des Affaires étrangères, bien sûr, qui répond aux ordres du gouvernement, du Premier ministre et du Président de la République. Donc Bercy en dernier lieu, forcément, l'argent sort de Bercy, du ministère des Toute cette aide publique au développement est théoriquement placée sous une double tutelle. D'un côté, le ministère des Finances avec la direction du Trésor, qui assure la tutelle, et de l'autre côté, le ministère des Affaires étrangères, avec la direction de la mondialisation du Quai d'Orsay. Ça, c'est les tutelles politiques. Normalement, il y a des ministres au-dessus, parce que je parle de tutelle administrative. Et puis, normalement, cet argent, il est autorisé par le Parlement. Donc il est voté. Donc les députés ont à un moment donné un droit de regard sur ces dépenses. Bien sûr. Et comment ça se passe là? Alors ça se passe, comme je vous le disais, avec un chantage moral de Béni Oui Oui. C'est-à-dire que dès lors que vous donnez quelques mots qui sont des mots-clés ou des mots sacrés, de toute façon, plus personne ne va chercher à savoir ce qui se passe, puisqu'on a l'impression que cette aide publique au développement, on ne comprend pas que ça peut être financer la filière du thé dans un pays qui n'est pas pauvre, où il n'y a pas de famine, par exemple. Mais ça, ou financer un skatepark dans un pays qui est en train de décoller économiquement. Donc on a l'impression, dans l'esprit du public et aussi dans l'esprit des parlementaires, que l'aide publique au développement, c'est aider des gens qui sont en train de mourir de faim. L'aide humanitaire, c'est 8% de l'aide publique au développement, donc c'est peanuts en quelque sorte. Voilà. Et cette aide humanitaire en plus, elle-même, donc quand vous posez la question est-ce qu'ils vous répondent, c'est aux fonctionnaires, oui, ils vous répondent. Mais ils vous répondent qu'ils ont, eux, des instructions gouvernementales. Ils ont des instructions, surtout du Conseil présidentiel du développement, présidé par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a tendance à se balader avec son chéquier, enfin notre chéquier, et à faire des chèques comme ça pour se faire bien voir en marge de sommet. Donc quand il dit 1 milliard de plus pour tel fonds, et voilà, ça va être exécuté. Alors en fin de course, en théorie, le parlementaire pourrait dire non. Alors nous, on dit non, par exemple, parce qu'on le documente, on dit stop, il n'a pas qualité pour faire ça. En plus, des dépenses, ça passe forcément par le budget de l'État. Mais on a cette idée, vous comprenez la réputation de la France, vous comprenez, les gens souffrent, n'ont pas d'argent, ont faim, etc. Notamment, je pas taper sur eux, c'est trop facile, parce qu'il y a des gens de qualité dans cette équipe, mais LFI, c'est en permanence le chantage à la mauvaise conscience coloniale. Ils vous ramènent toujours à cette idée, mais alors vous êtes nostalgique du temps des colonies. Là où c'est formidable, c'est que justement des pays africains nous disent, quand on les rencontre, ça suffit de nous traiter comme des sous-développés. On n'en veut plus. Ce pognon dingue que l'on balance par la fenêtre pour des projets ridicules ou scandaleux, voilà, on est en train de les décrypter avec Guillaume Bigot. Vous nous appelez au 0820. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Guillaume Bigot, député et Rassemblement National du territoire de Belfort, et nous faisons cet inventaire, mais terrifiant, Guillaume Bigot, des dépenses publiques, voilà, destinées à des projets à la mort moelle-neu, voilà, honteux, contrôle, sans réaction, et puis finalement même vous avez beau taper sur la table, vous avez beau les signaler, vous avez fait un travail de comptabilité admirable, c'est public, vous l'avez dénoncé, et ça continue à fonctionner comme ça. Merci, quoi. Oui, mais est-ce que c'est spécifique au fonctionnement de la République française, oui. Ou est-ce qu'il y a une chape de plomb moral, comme vous disiez, une espèce d'expiation, de repentance qui fait qu'on est obligé de dilapider ces fonds vers des pays qui n'en ont pas besoin ou qui n'en verront pas la couleur éventuellement? Oui, surtout qui n'en verront pas la couleur, ce n'est pas les populations locales souvent. En vérité, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont... Il y a des totems et tabous. Voilà, totems et tabous. Alors, on a parlé de l'aide publique au développement, mais on pourrait faire une émission exactement la même. Peut-être, cette fois-ci, non pas en milliards, mais en centaines de milliards d'euros sur le Green Deal, par exemple, qui vient à peu près de tomber au Parlement européen. Mais ça, c'est une folie furieuse. Moi, j'ai auditionné dans un autre rapport là-dessus le commissaire européen en charge du Green Deal.
Et je lui ai dit, mais enfin, écoutez, on a tous les graphiques, j'ai interrogé des physiciens du MIT, regardez le graphique. Enfin, plus on a de Green Deal, d'accord, et plus on a d'émissions de CO2 à l'échelle de la Terre. Et pour une raison simple, c'est que dans votre propre documentation de l'Union européenne, vous documentez ça, vous appelez ça des fuites de carbone. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous tapez sur la tête des entreprises européennes et des industries européennes faiblement émettrices de carbone, plus elles vont délocaliser dans des pays massivement émetteurs de carbone. Donc plus vous faites ça, plus ça émet du carbone. Le gars me dit, ah mais vous savez, monsieur le député, on n'est pas là pour sauver la planète. On est là. Alors j'ai dit, mais pourquoi vous êtes là? Et pourquoi vous nous tapez dessus en permanence? Et pourquoi vous accélérez l'appauvrissement et la délocalisation au profit de la Chine, des États-Unis, de l'Inde? Elle me dit, parce que nous, on veut être exemplaires. Donc en fait, quel aveu? C'est pas, vous vous souvenez de plutôt rouge que mort? Oui. Voilà. Là, on sera vert et mort. Ou mort. Dites-moi, Guillaume Bigot, entre le cumul, le calcul de ces sommes, on arrive à près de 13 milliards. Si on va regarder ensuite du côté des dépenses de l'assistanat social injustifié, des investissements industriels bidons, on les a les 45 milliards finalement. Ah mais à l'aise. Si on les cherche bien. Alors, on peut pas le faire comme ça d'un trait de plume ou avec la tronçonneuse, c'est Daniel Magot. Non, mais si on se met tous ensemble autour de la table. Si c'est pensé de manière intelligente, préparé, et on bosse pour le préparer et pour savoir ce qui doit être coupé, ce qui doit être rebasculé, quand et comment, oui, bien évidemment. Bien évidemment. Et je pense qu'une grosse partie de ce qu'on appelle le système, parce qu'en vérité, si nous accédons aux affaires, ça sera la première alternance depuis 1981, en vérité. Parce que depuis qu'il y a eu cette trajectoire de Maastricht, on n'a pas bougé le cap. Et comme il y a un GPS depuis Bruxelles, vous essayez de tourner le volant à droite, tourner le volant à gauche, on prétend qu'il y a une alternance, c'est toujours dans la même direction qu'on va, avec une inertie qu'on décrit là, sur l'aide publique au développement, mais c'est une inertie en matière d'immigration, mais c'est une inertie en matière de transition écologique, mais c'est une inertie en matière de libre-échange, Je pense aux Françaises, aux Français qui payent des impôts. Il y en a qui payent des... Alors il y en a qui peuvent les payer. En fait, on peut changer. Même, bien sûr qu'on peut changer, et je pense à ces contribuables. Alors il y a ceux qui peuvent payer, même si c'est lourd, ils peuvent payer. Il y a ceux qui se serrent la ceinture pour payer les impôts, et ceux qui vous disent mais avec cet argent je pourrais faire 1000 autres choses. Voilà. Ces gens-là très cher. Mais oui. Et ils ne voient pas la couleur de ce qu'ils payent, puisqu'en vérité ils voient que les lits d'hôpitaux, ce qui est le cas dans le territoire de Belfort, ferment. Ils voient que les classes ferment. Ils voient que les services publics se dégradent, et ils payent toujours plus. Et on voit un budget qui cumule les taxes par-ci par-là. Alors pour autant, je suis content de vous avoir sous la main, parce que tout à l'heure, dans mes perles, je m'indignais en m'étonnant gentiment du refus de cette taxe de 2 € sur les petits colis qui viennent d'Asie, et on a Jean-Philippe Tanguy qui prend la parole, et c'était sur Radio Monte-Carlo, et ensuite on l'entend au Parlement. Mais j'étais hier soir dans l'hémicycle, donc je l'ai entendu. Oui. Mais oui, je comprends pas. Alors lui dit, on pénalise une fois de plus les petits revenus parce que c'est ce genre-là. Mais enfin, on sait bien que ces petits colis sont nocifs pour l'économie. Ils contiennent des produits qui sont pas bons. Ils ruinent le commerce de proximité. Comment le Rassemblement national, qui est partant d'un patriotisme protecteur de l'économie française sur des bases et des arguments légitimes, a-t-il pu refuser de voter cette taxe de 2 €? Mais tout simplement parce que c'est une cautère sur une jambe de bois, parce qu'en vérité, on nous a traité d'épouvantables. Souvenez-vous, Perico, parce que nous étions ensemble, on nous a traité d'épouvantables protectionnistes à chaque fois qu'on voulait rétablir des frontières économiques. On a dit, mais vous êtes des protectionnistes, on va arriver aux heures les plus sombres, c'est ça qui a précipité la montée de la Seconde Guerre mondiale, etc. En vérité, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut du protectionnisme, mais ils veulent du protectionnisme européen d'une part, et d'autre part, ils veulent des mesures qui sont inapplicables. Pourquoi? Alors d'abord, la Roumanie a fait la même chose. D'accord? Une fois que vous prenez une taxe de 2 €, ça va non seulement être interdit par l'Union européenne, mais surtout le mieux, c'est que vous n'avez absolument pas les moyens de contrôler ces colis. Donc vous vous faites plaisir, vous dépensez de l'argent pour mettre en place un système qui ne fonctionnera pas dans la réalité. Les Roumains ont déjà payé pour nous, ils ont arrêté, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, la quantité de ces colis est telle que ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Plutôt que faire le tri dans des colis, ce qui est chercher une aiguille dans une meule de foin, il faut juste interdire ces colis de Chine. Mais comme ils ne le veulent pas, comme ils ne veulent pas traiter, ils veulent mettre un sparadrap. Et ce sont les spécialistes de dire, regardez, ils refusent de mettre un sparadrap sur leur jambe de bois. Alors sur le Mercosur, est-ce que l'Union européenne prévoit des clauses qui permettent à des États de l'Union de dire non à des traités qui vous nuisent? Est-ce que le droit de réserve existe? Et est-ce qu'aujourd'hui la France, on en a Mme Genevard qui expliquait ce matin, on peut pas, on va essayer, le président de la République qui dit mais c'est pas si mal, mais finalement je vais refuser. Est-ce que la France peut demain, dans le cadre des règlements européens, dire je ne signe pas le Mercosur? Mercosur ou mondialisation ou favoriser ces grandes plateformes anglo-saxonnes, souvent américaines, qui font venir des petits colis par millions, c'est
c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont favorables, les gens qui nous dirigent, je répète, depuis 1992, sont favorables à ça. C'est pas ma question. Est-ce que nous avons les moyens politiques? Si un gouvernement français dit « je ne signe pas le Mercosur », est-ce qu'il peut ne pas le signer? J'y viens, patience. En fait, ils ne sont pas pour. Mais le problème, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'ils prétendent être d'accord pour stopper ces marchandises. Ils le disent. Ils le disent. Et ils disent que dans le Mercosur, il y aura des droits de réserve, etc. En vérité, ils veulent le Mercosur, ils veulent le libre-échange, ils pensent que c'est une bonne idée, ils ont le droit de le penser. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Et là où ça pose problème, c'est qu'ils mentent à la population en disant non, on va vous protéger, il y a un droit de réserve. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut bien comprendre que dans le cadre actuel du fonctionnement de l'Union européenne, tout ce qui relève de la concurrence, du droit à la concurrence, c'est quelque chose qui est du monopole. Redites-nous ce qu'est le droit de réserve. Européenne. Ça permet à un membre de l'Union européenne de dire ce traité commercial est contraire à mes intérêts économiques, par conséquent, je me réserve le droit de ne pas le signer. Dans des conditions très spécifiques. Il faut que ça atteigne à vraiment des notions de sécurité, d'ordre public, etc., que ça mette en cause vraiment la fragilité. Le poulet ukrainien, on avait dit, on aurait pu mettre le droit de réserve. Il envahit le marché français alors qu'on a une filière avicole en danger. On l'a pas fait. Et on l'a pas fait. Et on aurait pu le faire. Et on m'a dit, on aurait pu le faire, mais on l'a pas fait. Mais parce qu'en fait, en réalité, c'est ça là où est le problème. Moi, ça me dérangerait pas que les macronistes, ou le PS c'est la même chose, ou LR c'est la même chose, et même déclinaisons, disent finalement, nous sommes pour le poulet ukrainien. Voilà, c'est plus clair. Nous sommes pour la mondialisation, nous sommes pour l'OMC, nous sommes pour le Mercosur. On pense qu'il y aura des victimes de ça, on pense qu'il y aura des gagnants, et nous, la balance, c'est finalement, on préfère ça. Oui, mais ça serait clair au moins. C'est indicible. Mais ils ne veulent pas dire ça. Oui, mais le problème, c'est qu'ils veulent continuer à gouverner en faisant le contraire de ce que la majorité de la population française veut. Ça va savoir. C'est ça qui est le problème. Ça va finir par mais se ça savoir. Ça se sait déjà. Là, on parle du libre-échange, mais c'est la même chose sur l'immigration. Les sondages montrent que l'électorat LFI lui-même, je m'en suis rendu compte d'ailleurs pendant la campagne électorale, l'électorat LFI lui-même en a assez de l'immigration. Vous vous rendez compte? Eh bien, Guillaume, vous reviendrez pour parler de ça parce que c'est un autre sujet. Et voilà, vous êtes extrêmement éclairant, très pédagogue, et on était ravis de vous avoir. Là, on va voir Brigitte Lahaye. Alors, pas de droit de réserve pour l'amour et les bons sentiments avec Brigitte Lahaye, voilà. Et vous l'appelez au 0826 300 300. Merci Guillaume Bigot, à très bientôt.